Ce podcast vous est proposé par Total Energy. 171,4 milliards de dollars. Voici la somme que les investisseurs ont placée dans des ETF au mois d'août. Mais dans quoi ont-ils investi ? Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bourse ou la vie de Trends Tendance. Mon nom est Charlie Pohu et je suis journaliste pour Trends Tendance et coordinateur de la rubrique Bourse. Et je reçois ici ce soir à mes côtés Jérôme Folck. Jérôme, vous êtes directeur de la division Wealth de BlackRock en Belgique et au Luxembourg. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlie. Donc ce soir, nous allons parler des ETF. Les ETF, ce sont des fonds indiciels négociés en bourse. Ils sont très populaires parmi les investisseurs, notamment en Belgique aussi. Nous allons y revenir. Et voilà. Donc nous allons aussi revenir sur les flux, sur les marchés mondiaux de ces ETF. C'est-à-dire dans quels fonds les investisseurs ont-ils placé de l'argent et combien ? Et de quels fonds ont-ils retiré leurs billes. Donc chez BlackRock, vous faites cette analyse tous les mois. Et vous donnez donc les chiffres du marché mondial des ETF. Et ici, donc pour le mois d'août, les chiffres viennent de sortir. Quels sont les chiffres qui vous auront marqué ? Avant de partager les flux marquants, j'aimerais m'attarder sur un élément du dernier rapport de la FSMA, donc le régulateur du marché financier belge, qui a mis en lumière que sur le premier trimestre de l'année, 94 000 investisseurs de détail ont acheté ou vendu des ETF. C'est un nombre record, une progression de près de 20% par rapport au trimestre précédent. Donc, je tenais à le souligner parce que, de nouveau, ça marque une dynamique qui est pérenne dans le marché. Donc maintenant, pour revenir sur les chiffres clés, j'en citerai 3. 171,4 milliards de dollars, c'est le chiffre que tu as cité, Charlie, qui ont été investis dans les ETP mondiaux en août, ce qui fait le deuxième mois le plus élevé de l'année en termes de flux, juste derrière juillet. Pas de vacances donc pour les investisseurs ? Non, pas cette année-ci en tout cas. Deuxième chiffre marquant, c'est les ETP obligataires. Donc là, un record historique. Pas uniquement sur cette année, mais réellement historique. 66,6 milliards de dollars, portés notamment par l'investissement dans le crédit de bonne qualité, d'un côté, et les produits de taux américains, de l'autre. Et dernier élément marquant, 89,7 milliards de dollars, c'est le flux vers les ETP actions. Donc, forte domination des expositions américaines, un peu moins en Europe qui ralentit, et le Japon, lui, reste en territoire négatif. Voilà donc pour les chiffres pour le mois d'août, merci. Ces chiffres, est-ce qu'ils s'inscrivent dans des tendances plus importantes que vous avez pu constater cette année ? Je me souviens par exemple qu'en début d'année, on a déjà parlé qu'il y avait un intérêt record pour les ETF d'actions européennes et qu'en même temps, les investisseurs ralentissaient un peu leur placement sur les ETF en actions américaines. Où est cette tendance aujourd'hui après l'été ? Donc les chiffres du mois d'août s'inscrivent dans les tendances marquantes qu'on a vues tout au long de l'année 2025. Après un début d'année caractérisé principalement par un engouement record pour les ETF d'actions européennes, la dynamique a évolué au fil des mois. L'Europe a été le principal moteur des flux d'ETP au premier semestre, avec des investisseurs locaux, mais aussi internationaux qui ont alloué leur capital à un rythme soutenu. Les actions américaines ont opéré un retour parmi les investisseurs internationaux au deuxième trimestre, soutenu par des achats domestiques constants, mais aussi des achats internationaux. Donc on a vu les flux vers les actions américaines qui ont atteint 53,8 milliards de dollars au mois d'août, confirmant une nette reprise de l'intérêt. C'est assez intéressant, pourquoi ? Parce que ça a stimulé un débat qui est constructif sur les zones où il convient d'augmenter l'exposition au marché actions. Donc l'Europe reste privilégiée par les investisseurs européens du Moyen-Orient et en Asie. Un élément qui suscite l'intérêt ou le débat, c'est le risque de change qui est au centre des préoccupations actuelles. On a vu une fluctuation assez importante euro-dollar notamment. Quand on regarde les actions US, elle représente habituellement une part significative des flux vers les produits qui sont cotés en Europe.
ça oscille généralement entre 20 et 50% chaque année depuis 2020. Et on a vu même un pic en 2024 au-delà des 50%. Au premier semestre de 2025, cette part des investissements des Européens dans les actions américaines a chuté brutalement aux alentours de 6,5%. Mais juillet et août ont vu des rebonds. Et donc on est reparti vers une tendance qui est plutôt en ligne sur le marché. Pour vous donner rapidement quelques perspectives sur le marché des actions, on prévoit chez BlackRock une dispersion des performances actions qui va rester relativement élevée jusqu'en 2026, en raison d'une incertitude structurellement accrue sur le plan géopolitique et des politiques internes. Et donc on pense là que les actions européennes pourraient encore progresser de manière sélective d'ici la fin de l'année. Ok, merci pour ces chiffres. Sinon, une autre tendance thématique qui, en 2025, a beaucoup attiré les investisseurs, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Au début du mois de septembre, fin du mois d'août aussi, il y a eu un certain ralentissement du rallye des valeurs de l'IA en bourse. C'est notamment lié à un certain rapport du MIT sur les prévisions de bénéfices. Il y a aussi eu les chiffres de Nvidia qui a été un peu moins élevé que ce que certains espéraient. Donc il y a eu quelques ralentissements. Enfin, voilà. Et donc est-ce que ces ralentissements qu'on a vus dernièrement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi pu constater dans les flux des ETF ? Tu as tout à fait raison, Charlie. L'intelligence artificielle a été une thématique phare pour les investisseurs tout au long de 2025. Donc les flux vers les ETF liés à l'intelligence artificielle et aussi au secteur des technologies a été particulièrement dynamique au premier semestre, porté par l'engouement autour des innovations, des résultats d'entreprises et du secteur. Donc les flux vers les ETF technologiques et l'intelligence artificielle ont ralenti pendant l'été, en ligne avec ce que tu as souligné, et une prise de bénéfices, et une rotation sectorielle observée sur le marché actions. Les investisseurs ont continué à s'exposer à l'intelligence artificielle, mais de manière plus sélective, privilégiant des stratégies qui sont actives et non indicielles, ou des ETF thématiques plus précis, capable d'allouer de manière dynamique entre les différents segments de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Pas uniquement les data centers, par exemple. Chez BlackRock, on est de nouveau convaincu que l'intelligence artificielle reste un moteur d'innovation, notamment aux États-Unis, mais que la dispersion sectorielle s'est accrue. Donc les flux sont concentrés sur des segments spécifiques, on a parlé de l'infrastructure, des logiciels, de la robotique, tandis que les valorisations élevées ont incité certains investisseurs à la prudence pendant la période estivale. Et finalement, peut-être que la dynamique des flux montre que l'intelligence artificielle demeure une dynamique de long terme. Et on en est de nouveau convaincu chez BlackRock. Mais que le rythme des investissements s'est normalisé après le pic du printemps. Ok. Oui, effectivement, au printemps, il y a aussi eu toutes ces chutes liées au Liberation Day de M. Donald Trump. Mais sinon, aussi une grande thématique qu'il y a eu en 2025, c'est l'or. Son cours aujourd'hui encore bat des records. Il est en hausse de plus d'un tiers, même plus, sur l'année 2025. Est-ce que c'est une thématique que les investisseurs ont aussi explorée avec les ETF ? Oui, certainement. Donc, à côté de l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas parler de l'or cette année-ci. Un cours en hausse, tu l'as souligné, des records historiques atteints. Les investisseurs ont clairement suivi cette tendance via les ETF. Les flux vers les ETF, on appelle ça des ETC qui sont adossés à l'or, ont fortement progressé cette année. Les achats sur l'or ont atteint 5,5 milliards de dollars au mois d'août. Les flux cumulés sur l'année sont tout proches du record déjà de 2020. Donc on est actuellement à plus de 44 milliards de dollars contre un record en 2020 à 45,5. Donc en continuant sur la tendance actuelle, le record sera battu cette année-ci. La dynamique s'explique par le rôle de l'or comme, bien sûr, valeur de refuge dans un contexte de volatilité macroéconomique et géopolitique. Donc ça reste le hedge géopolitique privilégié par les investisseurs, avec une demande qui est soutenue à la fois par les banques centrales et une recherche de diversification dans des portefeuilles qui sont institutionnels. On observe également un intérêt croissant pour les ETF qui sont adossés aux producteurs d'or et d'argent. On appelle ça les mining companies. Pourquoi ? Parce qu'elles bénéficient de la hausse des prix et aussi une amélioration des marges liées aux
à la baisse du coût de l'énergie. Ok. Quelles sont d'autres grandes tendances que vous avez pu remarquer cette année? Est-ce que dans ces chiffres des ETF, depuis le début de l'année à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris? Peut-être moi, quelque chose qui m'a surpris ici, quand vous avez parlé des chiffres du Japon, vous avez dit les retraits restent négatifs, mais en même temps, ces derniers mois, le Nikkei 225, qui est l'indice phare du Japon, a augmenté très fortement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui vous ont surpris, vous? Donc, deux grandes tendances que je vais souligner et je me permettrai de faire le lien avec nos perspectives pour fin de l'année 2025. Donc, dans les deux grandes tendances, le premier, c'est le retour en force des obligations. Le deuxième, c'est la dispersion sectorielle et géographique que tu viens de souligner. Donc, pour revenir sur le premier, le retour en force des flux vers l'obligataire, on a eu ces dernières années des flux continus et une domination des actions. Cette année-ci, on est à un record. On l'a parlé dans ma réponse à la première question. Donc 66,6 milliards de dollars investis au mois d'août vers une recherche de rendement via des crédits investment grade, la dette émergente également et les CLO. Donc ce qu'on appelle l'income, les revenus, est redevenu central dans les allocations portées par la remontée des taux. Donc c'est intéressant actuellement de prendre certains taux sur le marché avant potentiellement des baisses à venir. Et l'innovation du côté des ETF qui rend facile l'accès à des stratégies plus sophistiquées. On a parlé d'allocations dans les taux américains, dans les government bonds européennes, mais on peut aller chercher aussi des pays émergents par exemple ou certaines zones spécifiques. Deuxième élément, c'est la dispersion sectorielle et géographique. Les investisseurs sont devenus beaucoup plus sélectifs et aussi rapides dans leur implémentation. Donc, ils privilégient certains secteurs. On a vu ça dans la défense et les banques européennes plus tôt au début de l'année. On l'a vu dans la technologie et la santé aux États-Unis. Et la dispersion s'accentue en fonction de la performance. Et on favorise des stratégies actives, on va chercher de l'alpha, et notamment sur certaines régions, notamment le Japon, où les investisseurs internationaux ne sont pas encore retournés en masse, mais on commence à avoir de l'intérêt qui va être davantage sélectif et qui va être différencié en fonction de la compagnie dans laquelle on veut investir. Okay. Pour faire le lien avec nos perspectives de 2025, on peut donner trois grandes tendances qui sont en ligne avec ce qu'on a vu cette année-ci, qui sont un environnement de baisse des taux. Donc, l'obligataire est toujours un thème qui va être intéressant cette année-ci. 2, un marché américain qui est concentré et volatile. Et finalement, on a parlé du besoin intrinsèque de diversification. Donc, des expositions qui sont moins corrélées aux actifs classiques. OK. Merci à vous pour l'analyse de toutes ces tendances. Ensuite, on va aussi aborder un autre point, c'est que ce podcast, on le fait aussi sous le signe de l'éducation financière. C'est important pour nous d'aider nos auditeurs et auditrices à prendre un peu les choses en main, prendre leur argent en main, apprendre à gérer l'argent et l'investissement. Donc on le dit souvent, les ETF sont un outil d'investissement qui est facile, qui est compréhensible, qui comporte moins de risques que, par exemple, de titres individuels, que ce soit une obligation en particulier ou une action en particulier. Donc c'est un produit qui est très diversifié vu qu'il regroupe différents actifs dans une même part. C'est un instrument qui est bon marché parce que les frais sont beaucoup moins élevés que ceux d'autres fonds, d'autres assurances vie aussi par exemple. Donc la question qu'on peut se poser quand on est un investisseur débutant et qu'on écoute ce podcast, c'est qu'est-ce que ces chiffres et tous ces flux veulent dire pour moi? Est-ce que je peux y voir une sorte de guide? Ou pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas y voir une sorte de modèle? C'est une excellente question. Je pense que les chiffres des flux ETP sont bien plus qu'une simple statistique. Ils reflètent des grandes tendances, les préférences, parfois même les anticipations des investisseurs institutionnels et des particuliers à l'échelle mondiale. Pour un investisseur, ils peuvent servir de repère ou de guide pour 4 raisons principales. Première, indicateur de confiance et sentiment de marché. Quand on observe les afflux records sur certaines classes d'actifs, on a parlé des actions européennes cette année-ci,
ou sur l'or, ça se traduit souvent par une confiance ou une recherche de sécurité, de rendement, de diversification des investisseurs. Deuxième raison, c'est un repère des thématiques qui sont porteuses. Les flux importants vers des ETF thématiques, cette fois-ci, je reprends les exemples de l'intelligence artificielle de la défense, qui signalent les secteurs ou les tendances qui attirent l'attention des investisseurs et qui peuvent offrir des opportunités de croissance ou de protection de portefeuille. De nouveau, pour passer sur l'obligataire. Troisième raison, un guide pour la diversification. Comment les investisseurs diversifient leur portefeuille ? Plus d'obligations, plus de thématiques spécifiques, plus de stratégies alternatives, ça peut donner de l'inspiration. Et finalement, outils d'éducation financière, tu l'as mentionné, les ETF, ils sont transparents, ils sont accessibles, ils sont bon marché, ils sont moins risqués que des titres individuels par cet élément de diversification. On a des paniers qui sont relativement bien composés. Et donc, suivre les flux permet de comprendre comment les grands investisseurs construisent leur portefeuille et adoptent des pratiques qui sont disciplinées et diversifiées. Donc, les flux, conclusion, ne sont pas une recette miracle, mais ils peuvent servir de boussole. Ok. Et effectivement, c'est aussi une règle d'or. Il faut toujours bien s'informer avant d'investir, avant de prendre des décisions. Et voilà, donc toujours, c'est ça, vraiment la règle d'or de s'informer et de ne pas investir l'argent, de ne que investir l'argent dont on n'a pas besoin. C'est un peu une règle d'or qui revient souvent parmi les spécialistes qu'on a le plaisir d'inviter. Donc voilà, merci Jérôme pour votre analyse, pour tous ces chiffres et de votre analyse de toutes ces tendances. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.